Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au 20h sur Equinox Télévision. Rentrée académique à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, c'était ce jour avec sur les starting blocks les 7 candidats réhabilités de la 3e liste en master 2 professionnel de la filière diplomatie. Ces candidats ont exprimé leur ouf de soulagement après les soubresauts qui ont donc entouré leur admission dans cet institut. Lutte contre Boko Haram, 2000 soldats vont bientôt renforcer les rangs de nos forces armées au front à l'extrême nord. Ces soldats formés à l'art de la guerre viennent de parcourir 400 km à pied. Présentation dans ce journal de ces guerriers prêts à en découdre avec les membres de la secte islamiste Boko Haram. Et à l'étranger, Côte d'Ivoire, 20 ans de prison ferme, c'est la peine qu'écope Simone Gbagbo. Après plus d'1 an de procès, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire a donc été condamnée ce jour à Abidjan. Ce verdict de la justice ivoirienne est-il à la hauteur de l'attitude que Simone Gbagbo a eue pendant tout le temps qu'a duré ce procès? Tentative de réponse à cette question, mais également à bien d'autres, dans la deuxième partie de ce journal avec notre invité. Une fois de plus, bonsoir. Rendons-nous au campus de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, c'est à Obili, du côté de Yaoundé, où les 7 candidats réhabilités de la 3e liste des admis étaient bel et bien présents au cours de la rentrée académique de ce matin. Eh bien, ces candidats ont exprimé leur ouf de soulagement à nos reporters, après plusieurs soubresauts qui ont donc entouré leur admission à cet institut. C'est dans ce reportage de Joël Essengue et Yannick Bazoua. L'air serein, visage radieux, malgré la fine couche de barbe qui recouvre ses joues et son menton, léger sourire aux lèvres, Hervé Didier Oyono Otou retrouve enfin sa place au sein de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. Place que retrouve également Thierry Lucien Mebenga ainsi que les 4 autres étudiants exclus de la première liste des candidats admis au cycle master professionnel en relations internationales, filière diplomatie. Un sentiment de joie et bon, j'étais très content d'être réintégré. Beaucoup de joie, beaucoup d'émotions, beaucoup de satisfaction, ouf de soulagement. Bon, les efforts ont été récompensés. 5e et 7e respectivement de la première liste, Thierry Lucien Mebenga et Hervé Didier Oyono Otou se souviennent encore de cette triste journée du samedi 28 février 2015. Le coup a été assez violent. C'était le samedi soir, sur le champ. C'est très dur. On était effondrés, on avait très mal, on était désemparés. Bon. Exit la période trouble des semaines dernières et ses conséquences sur le quotidien des anciens recalés. On va faire fi de ce qui s'est passé, comme le directeur a dit. À titre de rappel, l'affaire Eric commence le 27 février dernier lorsqu'une première liste des candidats est publiée avec 15 admis définitifs et 4 noms sur la liste d'attente. Puis, une deuxième liste est publiée 24 heures plus tard. 6 noms des candidats admis de la première liste sont portés disparus. Et le 9 mars dernier, le feuilleton Eric connaît son happy end avec une 3e liste de 22 candidats admis, parmi lesquels les 6 exclus de la première liste. Une question se pose tout de même, d'où sort le 22e candidat? Lorsqu'on sait que la deuxième liste comportait 15 noms et en ajoutant les 6 recalés, le total des admis devrait être de 21. Eh bien, voilà une dizaine d'années que le ministre de l'Enseignement supérieur entraîne des frasques dans diverses institutions relevant de son département ministériel. De la faculté de médecine de Boya en 2006 aux 3 listes de l'IRIC, en passant par le passage par le pléthore d'admis à l'école normale supérieure de Maroua. Et dans 2009, la liste est très exhaustive, comme l'indique d'ailleurs Éric Martial Djomo dans ce reportage.
En novembre 2006, à la faveur du concours d'entrée à la faculté de médecine de l'université d'Obuea, des voix s'élèvent pour décrier des tripatouillages du ministère de l'enseignement supérieur. 127 candidats sont reçus à l'issue des épreuves écrites, mais le nombre passe à 153 au moment des oraux. S'ensuivent alors de nombreuses manifestations accompagnées de morts d'hommes. En 2009, l'ouverture de la toute nouvelle école normale supérieure de Marois aiguise des appétits. L'entrée se fait sur étude de dossier. La première liste finale est rendue publique, ce qui soulève un tollé de revendications à l'extrême nord. Les élites estiment que le septentrion est sous-représenté et saisissent le chef de l'État. Ce dernier fait valider et publier une seconde liste dans laquelle tous les postulants de cette sphère géographique sont retenus. En 2013, des étudiants de la filière diplomatie de l'Institut des relations internationales du Cameroun sont sortis des salles de cours. Ils faisaient partie de la liste d'attente et ont vu leur rêve brisé. Le premier concours a eu des petits problèmes, comme vous avez noté, tout simplement parce que, au regard des capacités d'accueil de cet établissement, les candidats figurant sur la liste d'attente ont été retirés des salles de classe, tout simplement parce que nous avons eu des informations relativement à l'exiguïté des capacités d'accueil a posteriori. En 2014, le chancelier des ordres académiques décide de centraliser le concours d'accès dans les facultés de médecine. Seulement, les étudiants admis et envoyés par lui à l'université des montagnes de Banganté mettront pour beaucoup un terme à leurs études pour cause de moyens financiers limités. La pension à l'université des montagnes se levant à 1 300 000 francs, loin des 50 000 francs des universités d'État. En 2015, c'est le scandale des 3 listes de l'Institut des relations internationales du Cameroun et l'intervention de la présidence de la République qui ébranle Jacques Famendongo. Près de 10 ans de mésaventures pour le professeur Jacques Famendongo et comme le relèvent certains observateurs, aucune démission à l'horizon. Eh bien, comme l'annonçait à l'entame de ce journal, les effectifs de nos forces armées au front à l'extrême nord seront bientôt étoffés de 2000 jeunes soldats qui viennent d'être formés, viennent de recevoir une formation spéciale à la guerre. Ils sont d'ailleurs partis le 27 février dernier de Sakba dans la région du Nord-Ouest. Ils ont franchi la ligne d'arrivée hier à Limbé en parcourant au total 400 km. A réussi cet exploit également avec eux, notre reporter Christovi. C'est fort conscient de la mission qui les attend, à savoir repousser l'ennemi pour sauvegarder l'intégrité du territoire national, que ces 1800 recrues du contingent spécial pour renforcer l'effectif au front se sont engagés dans cette marche militaire. Une marche de confirmation et d'intégration qui donne droit au matricule solde à ceux qui seront retenus à l'arrivée, prêts à embarquer pour le Grand Nord. 400 km à pied avec pour guide le colonel Fouman, commandant du centre de formation du bataillon d'intervention rapide BIR. Nous avons déjà parcouru 325 km, il nous reste environ 75 km pour atteindre notre point d'arrivée, qui est Manaobe. 400 km aller de Sabga dans le nord-ouest jusqu'à Manaobe dans le sud-ouest, 400 km pour parachever la formation d'un soldat du BIR. Heureusement, ces 400 km ne peuvent pas user les souliers du soldat. L'armée c'est dans la tête, quand bien même les jambes ne tiendraient plus, il y a au-delà de tout la patrie à défendre. Les médecins ne sont jamais loin quand il est question de secours. Nous avons déployé sur le volet pour la couverture sanitaire 2 équipes médicales pour 2 échelons de marche. Ces équipes médicales ont des ambulances médicalisées, comme vous pouvez le constater à l'arrière. Chaque échelon de marche a 2 ambulances médicalisées avec 2 médecins chevronnés qui soutiennent cet exercice. Et la logistique alors ? Nous avons une grande cuisine. Partout nous arrêtons. Les hommes prennent des repas aussi bien chauds à froid. Lorsqu'ils sont en mouvement, ils prennent du repas froid. Les boîtes de conserve et le pain, avec 2000 personnes, vous imaginez un peu le nombre de sardines et les boîtes de conserve déployées. Après quoi, on reprend la marche vers Manaobe comme après chaque pause depuis le 27 février. Seront-ils prêts alors pour la mission finale ? Parvenus à ce stade de la marche, où nous avons déjà effectué plus de 300 km, moi, en tant que recrue, je m'estime effectivement heureux d'avoir déjà parcouru cette distance. Et une fois le fleuve Mungo traversé, Limbe n'est plus loin. On campe dans la localité de Misselele, se requinquant par des chants.
Quelques étirements pour la remise en forme, on dresse des tentes pour la nuit, question d'attaquer la dernière ligne droite. Et une fois la plaque estampillée Welcome to Limbe traversée, la base du billet de Manaobe n'est qu'à quelques pas cadencés. Et puis, bienvenue au camp où ils peuvent désormais attendre leur mise en route en dansant. Voilà donc de quoi étoffer le moral de ceux qui se trouvent actuellement au front dans l'extrême nord du Cameroun. Parlons à présent de cette image du président de la République qui fait polémique sur la toile, l'image de Paul Biya, publiée notamment sur le site de la présidente de la République, Paul Biya, qui présidait la cérémonie d'hommage aux soldats tombés sur le champ d'honneur. Eh bien, les internautes accusent les collaborateurs du président de la République d'avoir fait un montage non productif. Les précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Edgar Alain Mebengo, le ministre de la Défense, qui préside la cérémonie d'hommage aux militaires tombés au front. Les Camerounais en ont l'habitude. Mais d'où sort cette autre image, celle de Paul Biya, s'inclinant sur les cercueils de ses soldats à la même occasion? Les interrogations se multiplient sur les réseaux sociaux et les commentaires vont bon train. Alors qu'il y a quelques jours, sur le site de la présidence de la République du Cameroun, on voyait le chef de l'État, en image, la tête inclinée devant les cercueils des militaires tombés sur le champ d'honneur. Au-dessus de la photo, il est écrit: le chef de l'État rend hommage aux soldats tombés sur le champ d'honneur. Mais où et quand ses collaborateurs ont-ils pu égarer le minimum de discernement? S'interroge un article publié sur le site www.tamer.bi. Les internautes ont transporté le débat sur Facebook ce mardi 10 mars 2015, après le retrait de cette image du site de la présidence. Jointe au téléphone par Equinox Télévision, la cellule informatique de la présidente de la République du Cameroun a promis de recontacter la chaîne très prochainement pour s'exprimer sur le sujet. Rappelons que les deux cérémonies d'hommage aux soldats tombés sur le champ d'honneur, organisées jusqu'ici, ont été présidées par le ministre de la Défense, Edgar Alain Mebengo, au moment où Paul Biya est à l'étranger. Eh bien, pour être tout à fait complet avec cette actualité, autour de Boko Haram, pour dire que Paris ne supporte plus les accusations de collision avec Boko Haram. L'ambassade de France au Cameroun passe à la contre-offensive en rendant public un communiqué dont la teneur nous est livrée avec Warren Zede et Guizogo. Contre Boko Haram n'épargne pas Paris. Avec l'intensification des combats, les accusations se multiplient contre la France. La dernière en date, porté par le Tchad, par la voix de son ministre de la Communication, ne va pas par quatre chemins. N'Djamena a affirmé sans détour que 40% des armements en possession des combattants de Boko Haram sont de fabrication française. De quoi faire bondir d'indignation l'ambassade de France au Cameroun, qui vient de rendre public un communiqué rejetant en bloc les accusations portées contre Paris. Pour Christine Robichon, la chef de la représentation diplomatique française au Cameroun, Paris ne ravitaille pas Boko Haram. Les autres armements proviennent, poursuit-elle, des trafics qui ont cours dans la région sahélienne, où d'ailleurs, indique-t-elle encore, la France lutte contre ces pratiques à travers l'opération Barkhane en collaboration avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Pour sûr, cette sortie marque un agacement croissant de Paris vis-à-vis des accusations parlant de sa collusion avec Boko Haram, une thèse largement répandue dans l'opinion camerounaise qui regarde désormais la France avec suspicion, au point que Christine Robichon a été huée le 28 février dernier à Yaoundé au cours de la marche patriotique. Pour la France au Cameroun, l'heure de la contre-offensive a donc sonné. Mais pourra-t-elle combler ce fossé dans lequel son image se fracasse de plus en plus au pays de Paul Biya? Rien n'est moins sûr. En santé, la Journée mondiale du rein édition 2015 se prépare en prélude à l'événement qui a lieu tous les deuxièmes jeudis du mois de mars. Autant pour moi, l'association camerounaise des insuffisants rénaux dialysés transplantés a donné un point de presse ce mardi à Douala. Il était question pour les responsables de cette association de présenter aux hommes des médias les activités liées à cette journée. Il s'agit notamment de la sensibilisation dans les entreprises, un symposium sur la maladie du rein ou encore la grande marche sportive dénommée la marche du rein. La journée mondiale du rein se célèbre le 12 mars prochain sous le thème « L'importance de la solidarité dans la prévention et la prise en charge de la maladie rénale chronique ». Eh bien, sur les difficultés auxquelles sont confrontés les malades
des personnes souffrant des insuffisances rénales. Je propose la réaction de l'un des membres de cette association au micro d'Equinox Télévision. L'accès aux médicaments, c'est très coûteux. L'accès à l'érythropoïétine, je le répète, c'est très coûteux. Le malade rénal fait face de façon quotidienne aux problèmes de sang. C'est-à-dire tout le temps il a anémie. Donc il est de bon ton que l'État essaye de voir ce problème de l'accès à l'érythropoïétine. Au-delà de ça, il y a également l'accès aux poches de sang, toujours pour résoudre le problème de l'anémie. C'est très coûteux. Il y a l'accès aux médicaments, en publicité aucune, du Coveram, qui est pratiquement à 20 000 francs. Alors, la plupart des patients aujourd'hui sont jeunes, sans emploi. Et comment est-ce qu'un jeune qui a moins du SMIC peut faire face à une maladie qui coûte entre 250 et 300 000 francs chaque mois? Vous voyez donc, dès qu'on est malade, on court vers le mur. Donc, les difficultés aussi, c'est la réinsertion socio-professionnelle qui est très importante. Il est important de dire que l'hémodialyse permet aux malades de se réinsérer. C'est-à-dire que vous faites vos soins, vous êtes normal, vous réfléchissez normalement, vous pouvez travailler. Donc tout ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que les conditions soient réunies pour qu'un jeune, j'insiste là-dessus, puisse tout simplement avoir des soins plus ou moins bien. Eh bien, je vous propose à présent de nous familiariser avec un malade qui souffre d'une insuffisance rénale chronique. Il s'agit d'Edouard Tanqueux qui vit avec ce mal depuis 2009. Eh bien, entre le strict respect des recommandations du médecin et les habitudes alimentaires, il faut dire que son quotidien a totalement été bouleversé, comme l'indique ce reportage de Sandrine Babo et Mitterrandam. Vivre avec une insuffisance rénale chronique, c'est désormais le quotidien difficile de Edouard Tanqueux. Âgé de 67 ans, ce père de famille a vu sa vie basculer en 2009 après un diagnostic établi à l'hôpital Akintini de Douala. Ce que l'on croyait être un simple paludisme va s'avérer plus grave. Au détour d'une crise de palu, on m'a décrété insuffisance rénale chronique, même pas aiguë. Bon, pris dans la panique, j'ai pu faire un tour en Europe, en Afrique du Sud. Et quand j'ai constaté que toutes les offres de guérison, c'était la transplantation. Et puis à cet âge-là, ce n'était pas recommandé. Dès lors, Edouard Tanqueux a dû revoir ses habitudes, notamment alimentaires, selon les consignes du médecin. Je me suis résolu à la dialyse. Et ayant accepté cette maladie, je respectais strictement les consignes des médecins. C'est-à-dire ne même pas sauter les dialyses, suivre un régime strict d'alimentation. Tout ce qui est féculent, nous ne pouvons pas manger comme ça à la hâte. Il faut tremper 6 heures avant de le préparer. Et même les fruits, quand vous les mangez, il faut savoir lesquels et en petite quantité, dans la mesure où tous ces fruits contiennent des acides néfastes pour le rein. Mais le plus dur dans ce traitement, c'est le coût onéreux de la prise en charge. Des frais jugés encore trop élevés pour ce dernier qui doit effectuer au moins 2 séances d'hémodialyse par semaine à l'hôpital général de Douala où il suit ses soins. La moyenne, pour vous dire, quand je dis que je dois faire, j'en ai une demain. Si je n'ai pas 30 000, je ne la ferai pas. Ça, je ne vous donne que le coût immédiat parce que si je dois faire mes examens, les 3 principaux qu'on fait par mois, ça vous revient à 30 000 francs. La numération, la calcémie, le phosphore, ce n'est que et quand vous devez faire aussi les radios et tout le reste pour voir l'état du poumon, parce que les machines, quand vous passez en machine 5 heures par dialyse, vous voyez, c'est tout l'organisme qui est ébranlé. C'est cette opération de filtrage de ses reins qui lui permettent de tenir sur ses jambes, avoue-t-il. L'insuffisance rénale chronique est une maladie grave qui entraîne une détérioration graduelle et irréversible de la capacité des reins à jouer pleinement leur rôle. La suite du journal, c'est avec ces litiges fonciers à Songaboko, avec l'autorité administrative de Douala 3e qui suspend toute activité sur ce site querellé. Le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 3e a confronté les deux parties en disgrâce ce mardi et il a par ailleurs relevé
que l'affaire connaîtra son dénouement à la suite d'une descente sur le terrain d'une équipe du domaine et du cadastre du Vouri. Les précisions avec Warren Zede et Flavien Valondongo. Des habitants du quartier Songamboko à Douala 3e devront encore attendre. Le litige foncier qui les oppose à ce qu'ils qualifient d'imposteurs a fait l'objet d'une première confrontation dans les services de la sous-préfecture de Douala 3e. Ils achètent du terrain au quartier, ils évitent d'aller chez les notaires et ils achètent du terrain par des actes sous seing privé qui n'ont aucune valeur juridique. Et après, ils pensent qu'ils ont des droits plus que ceux qui ont le titre foncier. La rencontre s'est tenue loin des caméras et micros sur instruction de l'autorité administrative. Cela n'a pas empêché l'équipe d'Equinox de mener son investigation. Les deux parties sont néanmoins tombées d'accord sur un point. C'est de surseoir à toute occupation, à toute autre occupation, à tous travaux sur le terrain, que ce soit de notre côté, du côté des populations de Songamboko, que de la partie adverse. C'est celle de descendre avec le cadastre pour faire l'état des lieux, recenser les populations et les habitations. Mais pour l'instant, comme il y a des procédures judiciaires, il a demandé que toutes les parties restent calmes jusqu'à ce que la justice se prononce. Il a également recommandé qu'un état des lieux soit fait en vue de déterminer qui sont ceux qui occupent effectivement le titre foncier. Par ailleurs, des documents que brandissent les prétendus propriétaires dégagent une odeur de faux. Le titre foncier a été annulé. Le principal titre foncier de 32 hectares a été annulé et ça a emporté directement l'annulation du titre foncier sur le morcellement d'un hectare et poussière. L'arrêté a bel et bien annulé le titre foncier en question. Des sources révèlent que le phénomène des faux titres fonciers meuble pratiquement le quotidien des populations de l'arrondissement de Douala 3e. Rappelons qu'il y a environ un mois, les habitants du quartier Songamboko vivaient le calvaire. Des personnes non identifiées sont venues implanter des plaques portant mention terrain privé devant leur domicile. Et c'est à la suite de leur colère qu'est née cette affaire. En agriculture, le secteur agricole perturbé dans la ville de Tchang, c'est le chef-lieu du département de la Ménois, région de l'Ouest Cameroun. Les changements climatiques enregistrés ces dernières semaines provoquent la culture précoce des semences, une situation qui n'est pas sans conséquences sur la production, comme l'indique ce reportage de Leclerc Takem et Julingue. Dès l'apparition des premières pluies, à la fin du mois de février, des agriculteurs de la ville de Tchang se sont rués dans leurs champs pour les semailles. Je sème l'arachide. D'habitude, la période de mise sous terre des graines se situe à la mi-mars, un préalable que ces cultivateurs n'ont pas pris en compte. Parce qu'on a vu les gens s'aimer et nous on a aussi s'aimé, parce qu'on ne veut pas attendre que pour les autres poussent d'abord avant qu'on met pour nous. Je suis en train de s'aimer sur le maïs et les haricots aussi. Même si les champs sont prêts pour les cultures, le moment n'est pas indiqué selon les ingénieurs agronomes. Un facteur qui pourrait avoir une incidence sur la germination. Tous ceux qui sèment aujourd'hui ou ceux qui ont semé avant, c'est des risques. Parce que rien ne nous rassure qu'entre temps il y aura encore des pluies. Par contre, quand nous suivons l'évolution des pluies, nous savons à quel niveau le sol a été émecté. Parce qu'il y a un certain niveau où, quand le sol n'est pas émecté, quand vous mettez les graines, elles vont pourrir parce qu'après il y aura la sécheresse. C'est pour ça que nous demandons très humblement à tous nos producteurs d'attendre le moment venu. Nous allons leur communiquer, les donner le haut qu'elles s'aimer à travers les encadreurs de base. La délégation départementale de l'agriculture et du développement rural de la Ménois envisage mener une étude sur l'instabilité du climat ces dernières années. Question de mieux fixer ces agriculteurs sur la bonne période des semailles. À l'étranger, Côte d'Ivoire, il aura fallu 9 heures de délibération du jury pour reconnaître Simone Gbagbo coupable dans le procès intenté contre elle par la justice ivoirienne pour participation à un mouvement insurrectionnel durant la période post-électorale de 2010. L'ex-première dame est copte de 20 ans de prison ferme. Oriol Choumi.
La Cour, après avoir délibéré, condamne à l'unanimité Simone Gbagbo à 20 ans de prison pour attentat contre l'autorité de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel et trouble à l'ordre public. C'est en ces termes que le juge Daïrou Dembélé, après plus de 9 heures de délibération du jury, a prononcé la sentence de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire. Il y a quelques jours seulement, le 3 mars dernier, le parquet général avait pourtant requis une peine moitié moindre, soit 10 ans de prison pour l'accusé. Dans ce procès, 83 personnes proches de l'ancien président Laurent Gbagbo étaient également jugées. Selon les avocats de Simone Gbagbo, c'est une honte pour la justice ivoirienne. Ils parlent d'un procès purement politique et prévoient de se pourvoir en cassation. À noter que le public a été exclu de cette audience, au cours de laquelle Michel Gbagbo, le fils du président Laurent Gbagbo, issu d'un mariage avec une Française, a été condamné à 5 ans de prison. Pascal Affinguessan, le patron déchu du Front populaire ivoirien, écope de 18 mois de prison, mais sa peine est déjà couverte par les 2 ans de détention provisoire qu'il a effectué en Côte d'Ivoire. Abou Draman Sangaré, candidat à l'élection à la tête du FPI et fidèle au président Laurent Gbagbo, est condamné à 5 ans d'emprisonnement. Dans l'entourage des pro-Gbagbo, on remarque qu'aucun pro-Ouattara n'a jusqu'à ce jour été inquiété par la justice ivoirienne. On dénonce surtout la volonté du pouvoir en place de déstabiliser le Front populaire ivoirien et empêcher Laurent Gbagbo d'envisager un possible retour en politique au cas où il serait acquitté à La Haye. Eh bien, il faut dire que c'est un verdict attendu de longue date en Côte d'Ivoire. Les faits remontent en 2010 et 2011. La Côte d'Ivoire était alors en pleine tourmente de l'après-présidentielle. L'évocation de nos confrères de France 24. Installée dans le box des accusés, la dame de fer ivoirienne ne s'attendait sûrement pas à un tel verdict. 20 ans d'emprisonnement, alors que le parquet général n'en avait requis que la moitié. Attentat contre l'autorité de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel et trouble à l'ordre public. Après 9 heures de délibération, la Cour a estimé que Simone Gbagbo a joué un rôle actif dans les violences qui ont suivi l'élection présidentielle de 2010. L'avocat de l'ancienne première dame dénonce une décision politique. Ça a été fait à la tête du client. C'est une loterie, on a distribué des peines. Nous ne pouvons pas concevoir qu'en l'état actuel du droit, on puisse agir ainsi. 2 décembre 2010, Alassane Ouattara est proclamé 4e président de la République de Côte d'Ivoire. Le lendemain, le Conseil constitutionnel invalide les résultats dans les régions du Nord et annonce la réélection de Laurent Gbagbo. M. Gbagbo Laurent est proclamé élu président de la République de Côte d'Ivoire. Et dans la foulée, les 2 hommes prêtent serment. Pour mettre rapidement fin à la crise, la communauté internationale, l'ONU et l'Union africaine confirment la victoire d'Alassane Ouattara. Mais le président sortant conteste sa défaite et refuse après 10 ans au pouvoir de céder son siège. Avec sa femme Simone, il se réfugie dans le bunker de la résidence présidentielle. Rapidement, une guerre civile éclate entre les partisans des 2 camps. Elle va durer près de 5 mois et faire 3000 morts. Avril 2011, à la demande de l'ONU, les soldats français de la force Licorne s'engagent dans le conflit aux côtés des forces d'Alassane Ouattara et frappent les bastions pro-Gbagbo. Une vaste offensive est également lancée sur la résidence présidentielle. Et le 11 avril, Laurent Gbagbo et sa femme Simone sont arrêtés. Lui est transféré à La Haye et inculpé de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Elle est placée en résidence surveillée en Côte d'Ivoire. Surnommée la Dame de Fer, l'ex-première dame est désignée comme une protagoniste majeure de cette crise. Cette information à caractère publicitaire avant la deuxième partie de ce journal. La marque des bières Musique récompense ses fidèles consommateurs, en l'occurrence ceux-là qui ont pris part au jeu sur sa page Facebook. Eh bien, cette cérémonie a eu lieu dans le cabaret de l'artiste et musicien Richard Amougou. C'était du côté de Yaoundé. Reportage. Sur la piste, des fans de musique s'offrent un spectacle sur un bikutsi haut de gamme, servi par le maître des lieux, Richard Amougou. Nous sommes au Snack Bar Restaurant Cabaret, le Toulousain, situé au lieu d'Imeyo, non loin de Borne 10, au quartier Odia. C'est ici que le concept de Music Wanted Party a décidé de déployer ses ailes au profit des fans de la page Facebook de la marque stratégique Musique.
Sur la page Facebook, il y a une application qui s'appelle Music Wanted Party. C'est-à-dire qu'on recherche les fans avec qui faire la fête. Donc tous ceux qui sont consommateurs intéressés remplissent juste une fiche, ils précisent leur nom, le prénom, le numéro de téléphone, la ville, le bar dans lequel ils consomment la musique et le prix auquel ils la consomment. On a donc réuni 10 fans. On a demandé à chacun de venir avec un de leurs proches vraiment ambianceurs. Et on a cherché aussi un artiste qui représentait bien la marque musique et qui était publicité par nos fans. Et d'où le choix de Richard Amougou. Les fans n'ont donc pas raté le coach. Ils sont venus de partout pour savourer ces instants magiques qui leur permettent, le temps d'une soirée, de partir du digital au réel. Avec Music, nous avons créé une page Facebook parce que au jour d'aujourd'hui, nous savons que le digital fait partie de l'univers des grandes marques et même de l'univers de développement. De plus en plus, le digital s'impose à nous. Nous avons atteint et dépassé même le cap de 80 000 fans. Il n'y a aucune autre marque de bière qui est à ce niveau. Ça, c'est parce que nous savons que nos consommateurs, qui sont des jeunes, sont des amateurs de Facebook. Et maintenant, pour pouvoir véritablement relier la réalité au digital, nous avons donc créé le concept de Music Wanted Party. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à la 5e édition et à chaque édition, nous permettons à nos fans de pouvoir toucher du doigt leurs idoles. Et c'est logiquement que les petits plats ont été mis dans les grands pour marquer cette soirée mémorable. La musique a évidemment coulé à flot, mais les fans consommateurs ont aussi eu droit à une cuisine africaine goupillée par le chanteur Richard Amougou, qui pour l'occasion a fièrement revêtu la casquette de cordon bleu. Je me suis dit qu'il fallait que moi-même j'apporte une touche particulière, car beaucoup me connaissent comme chanteur, auteur-compositeur, mais ne savent pas que je suis un employé polyvalent de la restauration. En fait, je suis un cuisinier, donc j'ai tenu moi-même de mes propres mains à faire à manger à ces fans de musique. Voir les assiettes vides, vraiment c'était un plaisir. Parmi ces fidèles consommateurs, 2 sont particulièrement sortis du lot. Ils viennent de Douala et de Yaoundé et sont les gagnants du jeu concours organisé par les animateurs du concept Music Wanted Party. Ils ont eu droit à un séjour princier dans l'un des hôtels les plus prestigieux de la capitale, sans compter d'autres faveurs dont ils ont bénéficié. Un réel plaisir, beaucoup de joie, et je conseille aux fans de musique d'aimer leur page Facebook comme moi, de la visiter tous les jours, parce que je ne pense pas que les jeux concours vont s'arrêter ici. Ah, c'est une très bonne bière, elle est légère, c'est une bière de l'ambiance quoi. La fête s'est achevée comme elle a commencé, dans la bonne humeur. Richard Amougou, dont la structure a abrité ce énième Music Wanted Party, a su donner de sa voix pour détendre l'atmosphère. Une joie que seule la bière haut de gamme Music peut offrir à ses fidèles consommateurs. Eh bien, dans quelques poussières de secondes, nous allons revenir sur la sentence de l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, condamnée à 20 ans de prison ferme. C'est dans quelques instants, avec notre invité. Un juriste est notre invité et qui plus est, avocat au barreau du Cameroun, Maître Fidèle Djoubissi. Bonsoir. Bonsoir, Étienne Pascal. Alors, vous avez suivi les 2 reportages réalisés par rapport à cette sentence qui condamne l'ex-première dame ivoirienne à 20 ans de prison ferme. Mais on se rappelle quand même qu'avant cette sentence, le parquet général avait requis 10 ans. Comment comprendre qu'à la fin, elle se retrouve avec 20 ans? Oui, c'est exact que le parquet général, dans ses réquisitions, a requis une peine de 10 ans. Parce que le parquet général est dans son rôle, parce que le parquet général défend les intérêts de la société, représente l'État et requiert sur la peine. Alors, mais il faut comprendre que le parquet général est une partie au procès et que malgré que le parquet général soit une partie essentielle, une partie nécessaire au procès, parce que lorsque le parquet n'est pas présent, le procès ne peut pas se tenir. Alors que les autres parties, c'est-à-dire la défense ou bien la partie civile,
Si elles sont absentes, le procès peut se tenir. Mais à ce niveau, la présence ou l'exigence de la présence du parquet n'enlève rien à l'indépendance et à la liberté des magistrats du siège. Parce que les réquisitions du parquet ne lient pas le siège. Donc, le parquet peut requérir à décharge, c'est-à-dire qu'on relaxe ou qu'on acquitte lorsqu'on est en matière criminelle, ou bien que le parquet peut requérir qu'on condamne, et le tribunal, c'est-à-dire les magistrats du siège, estiment qu'il n'y a pas de preuves pour condamner. Et dans le même sens, il peut requérir la relaxe ou l'acquittement, et le tribunal estime qu'il y a des éléments pour condamner et condamne. Voilà, on retient donc que ce sont des avis juste consultatifs du parquet à l'endroit du tribunal. C'est les réquisitions. C'est les réquisitions, c'est-à-dire des demandes. Parce que le parquet propose au tribunal la peine qu'il juge convenable. Et il arrive, et il revient au magistrat de siège d'apprécier cette peine au regard des éléments de l'instruction, c'est-à-dire au regard de la gravité des faits qui sont reprochés aux accusés. Alors, la peine qu'écope l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, notamment 20 ans de prison, est-ce qu'on peut dire que cette peine est à hauteur de ce qui lui est reproché, entre autres attentats contre l'autorité de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel ou encore trouble à l'ordre public? Cela dépend du code pénal de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire quelle est la peine que la loi a prévue pour ce genre d'infraction. Et c'est le plus souvent il y a un quantum, c'est-à-dire on peut dire de 2 ans à 20 ans pour ce genre d'infraction, et à ce moment les magistrats du siège apprécient et choisissent la peine qui convient. Donc apparemment les magistrats ont pensé que c'était tellement grave qu'il fallait lui imputer, qu'il fallait lui infliger 20 ans. Donc ça c'est leur appréciation. Et les magistrats du siège sont libres d'apprécier et d'appliquer la peine qu'ils jugent convenable, quitte à la personne qui est condamnée de relever appel, d'exercer une voie de recours. Comme en l'espèce, il s'agirait plutôt du pouvoir. Alors, que vous inspire cette déclaration de l'avocat de Simone Gbagbo au sorti donc de cette sentence, lui qui dénonce une décision politique? Est-ce que cette décision pourrait avoir été influencée par la politique ivoirienne? Il faut relever que ça pose un problème de vérité, la vérité en justice. Lorsqu'on va au tribunal, dans le cadre d'une affaire, chacun a sa part de vérité. Chaque partie a sa part de vérité et on rentre dans la dialectique, dans le cadre du principe du contradictoire où chacun apporte ses arguments. Et à la fin, c'est le juge qui tranche. Le juge a sa vérité et sa vérité s'impose. Et après, chacun peut avoir son opinion de l'affaire, mais malgré tout, c'est la décision du juge qui s'impose comme vérité judiciaire. Alors, cet avocat a d'ailleurs dit qu'il n'allait pas s'arrêter à ce niveau, qu'il va pouvoir en cassation. Alors, dans cet cas d'espèce, il faut déjà nous expliquer qu'est-ce que c'est pouvoir en cassation et quelles sont les chances. Ce pouvoir en cassation, ici, ça revient à dire que la Cour qui a statué a fait en premier et dernier ressort. Et que ce n'est pas l'appel. Ici, on va devant une cour qui va juger en droit et non plus juger en fait. Donc, c'est comme la Cour suprême chez nous. Donc là, on se pouvoir en cassation pour dire que le droit n'a pas été respecté ou bien qu'on a dénaturé les faits. Donc, on doit se fonder sur des moyens qui peuvent amener la Cour de cassation à casser la décision qui a été rendue. Et il y a des chances, de fortes chances qu'on en arrive à ce niveau, maître Fidèle Djoubissi. Pour apprécier, il faut avoir le dossier et voir des éléments sur lesquels on peut s'appuyer. Du moment où on n'a pas le dossier devant soi, il est difficile parce que c'est au vu du dossier qu'on peut voir les moyens sur lesquels la Cour pourra s'appuyer pour casser. Voilà, difficile donc d'apprécier tant qu'on ne maîtrise pas le fond du dossier. Difficile également de comprendre pour toutes ces personnes qui ont suivi cette sentence la raison pour laquelle Simone Gbagbo a été jugée en Côte d'Ivoire et non à la Cour pénale internationale de La Haye où se trouve en ce moment son mari. Oui, ça pose le problème de conflit entre les juridictions nationales et la Cour pénale internationale. Et la solution se trouve dans l'article 17 du statut de Rome qui organise la Cour pénale internationale.
dans cette disposition, il est prévu que lorsqu'il y a un crime contre l'humanité, lorsqu'un crime est qualifié de crime contre l'humanité, et la Cour pénale internationale ne peut être saisie qu'à la demande de l'État dans lequel les faits ont été commis. Et également, la Cour pénale peut revendiquer le dossier que lorsque elle se rend compte qu'après une enquête, l'État dans lequel les faits ont été commis manifeste la volonté de ne pas poursuivre, ou bien que cet État se trouve dans l'incapacité d'organiser un procès juste et équitable. Mais lorsque l'État justifie qu'il a la capacité d'organiser un procès juste et équitable, la Cour pénale internationale ne peut pas revendiquer le dossier. Alors, on va sortir par là, et c'est la casquette de l'homme politique que vous êtes passé. Il faut signaler à nos téléspectateurs que vous n'êtes pas seulement avocat au barreau du Cameroun, mais également un homme politique. Alors, est-ce que responsable régional du MRSC dans le littoral 1. Ça valait la peine que ce soit précisé. Est-ce que le verdict qui tombe, ce verdict ne tombe pas comme un désaveu du tribunal à l'endroit du Front populaire ivoirien? Nous allons sortir par là, qui est le parti politique auquel appartenait Simone Gbagbo et même l'ex-président Laurent Gbagbo. Oui, ce procès peut être aussi analysé comme la continuité du combat politique qui se livre en Côte d'Ivoire entre deux grandes forces politiques. Et que j'espère que plus tard, avec cette condamnation, lorsqu'elle deviendra définitive, le chef d'État qui sera en fonction en Côte d'Ivoire trouvera les moyens pour décrisper la situation et apaiser, et par les moyens, la loi prévoit, comme nous avons vu récemment lorsque le président de la République dans notre pays, pour la première fois, a permis que des personnes ayant commis des infractions qualifiées de détournement de deniers publics aient bénéficié de la grâce et de la remise de peine. Donc je pense que plus tard, le futur président ivoirien pourra utiliser ce moyen pour pardonner, mais en pardonnant, on dit toujours que ça n'exclut pas la justice. Merci Maître Fidèle Ndjoubissi, avocat au barreau du Cameroun, d'avoir répondu à cette invitation. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été à notre compagnie. Nous espérons que vous serez encore davantage nombreux demain lorsqu'il sera 20h. D'ici là, restez sur Equinox Télévision car nos programmes se poursuivent.